Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h. Si vous nous suivez en direct pour la grande édition sur Bismart TV, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui respirent un peu pour entamer cette nouvelle semaine après une semaine qui aura été explosive, marquée bien sûr par les résultats de Nvidia et une pluie de records boursiers allant des États-Unis au Japon en passant par l'Europe. Le Stock 600 lui aussi a battu ses records précédents et atteint de nouveaux sommets. Une phase de pause donc en tout cas pour cette séance qui semble tout à fait légitime alors que les investisseurs se préparent à digérer de nouvelles données économiques, notamment sur le front de l'inflation qui pourrait redevenir un sujet dans un contexte où non seulement la croissance américaine ne ralentit pas mais est peut-être en train de réaccélérer. Les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la consommation mesuré comme le core PCE pour le mois de janvier ou encore les données préliminaires d'inflation en zone euro pour le mois de février au cours des prochains jours. Discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons justement sur les enjeux de la gestion thématique pour cette année et les prochaines années. C'est le directeur général de Thematics Asset Management, Mohamed Amor, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Fin de 8 séances de hausse pour la Bourse de Paris qui frôlait les 8000 points vendredi. L'heure est à la prudence aujourd'hui dans l'attente des données de l'inflation aux États-Unis avec la publication jeudi du très regardé Core PCE. Les investisseurs attendent également les données de la zone euro. Côté asiatique, l'indice CSI 300 perd 1% après que Moody's a retiré sa note de crédit à 11 entreprises dont 10 promoteurs immobiliers. Du côté des résultats d'entreprise, Berkshire Hathaway, le groupe de Warren Buffett, fait état d'un bénéfice net historique de 96 milliards de dollars au titre de l'exercice 2023. Les investisseurs ont également pris connaissance de la lettre annuelle aux actionnaires adressée par Warren Buffett, dans laquelle il revient sur les gains de ses investissements au Japon et dans laquelle il ne dévoile pas de nouveaux investissements pour 2024. Le cash disponible atteint un nouveau record à plus de 167 milliards de dollars. Le titre est en hausse à l'ouverture. Domino's Pizza publie des résultats meilleurs que prévu avec un bénéfice net à 157 millions de dollars au 4e trimestre. Le titre est en hausse à Wall Street. Autre actualité, du côté des valeurs, Sanofi gagne 0,5% après avoir annoncé des résultats positifs pour un essai de phase 2 pour un traitement contre l'urticaire chronique chez les adultes. Dans le secteur de la santé toujours, à noter le bond d'une biotech européenne aujourd'hui. Zealand Pharma à Copenhague s'envole de 30% pour arriver en tête du Stock 600. Un de ses partenaires fait part de résultats encourageants pour un essai clinique dans le traitement d'une maladie du foie gras. Enfin, Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif d'acquisition avec CRS, un spécialiste australien de matériaux de construction. Le groupe paiera 9 $ australiens par action, représentant une valeur d'entreprise à 4,5 milliards de dollars australiens, soit environ 2,7 milliards d'euros. Le titre de Saint-Gobain est en légère baisse aujourd'hui. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de février aux États-Unis, ainsi que de l'enquête de conjoncture auprès des ménages français pour le mois de février. Ils prendront aussi connaissance de l'inflation au Japon. Côté micro, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Bouygues, d'Edenred, d'Eurofins et de Macy's. Ils arbitreront aussi les résultats de GTT publiés après la clôture. Tendance mon ami, chaque soir les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Etcheberry-Garay est à nos côtés, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Merci à François Chollet d'être à nos côtés également. Bonsoir François. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de Montségur Finance et Bertrand Puif est également avec nous. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci de votre présence. Vous êtes gérant action internationale chez Fidelity. Je le disais, sous forme de boutade, non. Les records sont faits pour être battus, en tout cas sur le plan statistique. On est à un moment où la plupart des grands indices boursiers, en tout cas des marchés développés, sont à des niveaux historiques, que ce soit le Nasdaq bien sûr aux États-Unis, le S&P 500, le Stock 600 en Europe, le Nikkei japonais. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des fondamentaux ou de la partie technique qui a pu amener ces indices boursiers à ces niveaux-là, et comment est-ce qu'on envisage la suite partant de là? Alors, quand je regardais des statistiques donc d'un broker, Deutsche Bank, pour ne pas les citer ce matin, si on regarde le S&P 500, sur les 17 dernières semaines, il a monté 15 fois. On n'a vu ça qu'une seule fois dans l'histoire boursière, c'est en 1989. Et juste après, mais vraiment dans les jours qui ont suivi, l'indice S&P 500 a décroché de 11%, ce qui est un peu normal, il y a un peu un effet respiration. Derrière, le marché a ensuite continué en bull market. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute devant nous une correction au moins technique qui sera saine avant éventuellement de repartir derrière sur d'autres fondamentaux. Après, la situation, elle reste quand même... alors c'est vrai qu'il y a eu aussi, c'est vrai que ce qui a poussé cela, c'est... pour la première fois depuis 2 ans, des flux importants vers les actions, puisque sur les 5 dernières semaines, on a eu jusqu'à 75 milliards en cumulé de flux vers les actions. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas vu ça. Alors, je pense qu'il y a un petit peu aussi de panic buying, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, c'est the fears of missing out. Donc, la peur de ne pas être dans le mouvement, de rater la hausse. Des gens qui n'étaient pas là en début d'année et qui se mettent aujourd'hui à se dire, on panique, on rachète, même si on a perdu on n'a pas pu capter la première phase de hausse. Donc tout ça, ça a un effet un peu d'enchaînement. Plus on a aussi des gens qui sortent de la gestion active pour aller vers la gestion passive. Et donc ça aussi, c'est un mouvement un petit peu d'accélérateur, en particulier sur les gros poids des indices, puisque la gestion malheureusement active ne peut pas pondérer de la même manière des Nvidia ou des valeurs comme celle-là, ce n'est pas possible. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet un petit peu, des effets techniques, mais qui semblent de notre point de vue un peu être à bout de souffle. Alors après, évidemment, la situation est très différente d'un marché à l'autre. Si on regarde, je regarde d'une certaine manière, c'est de regarder un peu la prime de risque implicite de ces marchés-là. Donc on prend en fait l'inverse donc du PER, et on compare ça au taux sans risque à 10 ans. Ouais. Si on regarde sur le S&P, on est à 0 aujourd'hui. À 23 fois, avec un S&P à 23 fois et des taux longs à 4,5, on est à 0 de prime de risque. Ça veut dire, en termes d'espérance de gain, il n'y a pas de prime à détenir le S&P 500 en tant qu'indice par rapport à un actif sans risque. Sachant que la moyenne historique est entre 4 et 4-5%. Donc on est quand même très très loin. Côté de ça, on regarde l'Europe, le Stock 600, on fait le même exercice, on est entre 4 et 4,5. Donc là, il y a encore un peu de potentiel. Si on fait cet exercice sur le Japon, on est à 3%, donc c'est encore correct. Sur la Chine, alors là, on est à 9%. Ah bah oui. 9%. Ouais. Sur l'Inde, on est à moins 3%. Prime de risque négative sur les actions indiennes. Ah oui. Oui, c'est un hot market. Oui, parce que l'Inde, si vous voulez, on a 24 fois les profits, mais on a 7% de taux long. Il faut avoir ça en tête quand même aussi. Donc voilà, une situation qui est très différenciée par marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, le signal, c'est pas de sortir massivement des marchés, mais c'est vraiment de faire une sélection, en particulier géographique, et ensuite on en parlera sans doute tout à l'heure en termes de secteur et de valeur au sein des secteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter les indices, les yeux fermés, en particulier l'indice américain, ça nous paraît être un petit peu risqué. On sort de la lettre annuelle de Warren Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Il annonce, parmi les messages qu'il distille, un niveau de cash record chez Berkshire Hathaway, plus de 167 milliards de cash. Aujourd'hui, j'ai pas. C'est ça. Il a toujours ce problème à déployer son cash. Alors, il a très bien acheté les boîtes de trading japonaises et ça lui a bien pris. Ça a été un contributeur très important à sa performance. Après, il reste quand même énormément de cash face à ça. Comment vous appréhendez cette situation de marché, François? Il y a toujours ce côté un peu vertige des cimes ou des sommets quand on voit autant d'indices battre des records, parfois qui datent de très longtemps. Le Nikkei, c'était 34 ans en arrière, etc. Et en même temps, encore une fois, je le rappelle, statistiquement, on a plus de chances qu'après des records, les gains soient encore positifs pour les mois qui suivent. Alors, je partage le constat sur les primes de risque. Après, le marché est disloqué avec, comme on le dit régulièrement, une concentration extrême
Mais cette concentration extrême des performances, elle est liée aussi à une concentration extrême des profits. Ce sont ces entreprises-là qui ont fait 50% de profit au quatrième trimestre, 50% de hausse de profit au quatrième trimestre, alors que le reste du S&P était plutôt en négatif ou 0 moins. Donc elle concentre les performances, elle concentre l'indice, elle concentre les investisseurs, puisque ce sont la gestion passive aujourd'hui qui emporte la mise face aux gestions actives. Et donc on a cette triple concentration qui fait qu'on a effectivement un marché qui monte, non pas sur de l'abstrait, c'est bien des profits qui le font monter, mais d'une manière extrêmement concentrée, laissant de côté tout un tas de secteurs ou d'entreprises de taille moyenne ou petite qui, elles, sont complètement laissées de côté. Est-ce qu'à ce niveau-là d'élastique, on peut considérer qu'on a atteint un point, on va dire, le climax de la survalorisation? Force est de constater que trimestre après trimestre, le PER nous inquiète, mais le PEG, c'est-à-dire la division du PER par la croissance de l'entreprise, est plutôt rassurant. On est dans quelque chose qui est très bien valorisé, et dans le même temps, on a de bonnes raisons de l'être. Nvidia est l'exemple parfait. Alors, avant sa publication... Enfin, Nvidia n'est pas plus cher après sa publication qu'avant sa publication. Exactement. Le vrai problème, c'est que je vais mettre... Oui, laissons Nvidia de côté alors. Si je prends un Microsoft, si je prends un Apple, si je prends un Alphabet, si je prends un Meta qui a fait un parcours boursier exceptionnel, on a de très bonnes raisons de voir des flux assez récurrents sur les profits. Quand on regarde Nvidia, c'est vrai que je suis un peu plus partagé sur Nvidia. Alors, dans notre sélection, on a le droit de se tromper parfois. On s'est trompé, on a lâché Nvidia. En revanche, on ne s'est pas trompé, on n'a non plus pas investi sur Tesla, ce qui fait qu'on arrive malgré tout à s'en sortir. La raison pour laquelle on a évité Nvidia, elle est simple, c'est qu'on est sur une phase extraordinaire sur ce dossier-là, dans un secteur qui... Dans le passé, et là c'est peut-être mon absence de cheveux qui fait référence, mais on a vu la difficulté dans les fabricants de semis d'arriver à maintenir durablement des barrières à l'entrée sur des vagues de disruption technologique. On l'a vu chez Intel, on l'a vu chez AMD à une époque, on l'a vu chez ST Micro à de très nombreuses reprises où le temps des investissements est très coûteux en capital et le temps de retour sur ces investissements n'est pas toujours très long. Et donc mon inquiétude sur Nvidia, c'est simplement qu'aujourd'hui, on a tous les voyants qui sont ouverts, mais on a aussi une concurrence qui fourbit ses armes et d'autres générations qui arrivent qui vont être a priori capables. Voilà. Donc je suis très confiant sur des ASML ou AMSI dans les semis européens qui fournissent les machines pour l'ensemble des fonds. Quel que soit le gagnant. Quel que soit le gagnant, autant j'ai un peu plus de réticence à aller sur des Nvidia, sur ces niveaux-là, même si c'est une boîte qui a le Goldilocks que vous citez régulièrement, c'est-à-dire tous les panneaux ouverts, à l'exception de la valorisation qui est quand même très élevée. Et encore une fois, moi, mon inquiétude, c'est simplement sur le fait qu'il faudra beaucoup de temps pour que cette valorisation soit justifiée et que je ne suis pas certain que ce temps... Dans l'intervalle soit un temps qui soit laissé à cette entreprise pour agir comme elle a la concurrence quasiment en monopole, se met en ordre de marche. Mais là aussi, il y a une question, en combien de temps la concurrence peut-elle rattraper les capacités et les performances des GPU Il y a un deuxième argument, en masse, j'entends. C'est la concentration des carnets de commandes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper, Nvidia a comme client des gens comme Meta, comme Microsoft, etc., qui ont déployé... Ils ont déployé des carnets de commandes stratosphériques. C'est plus le gamer du coin de la rue qui achète la carte graphique Nvidia depuis déjà 15 ans. Le pouvoir de négociation de cette c'est plus la même histoire, c'est sûr. Que celui d'un particulier. Une nouvelle typologie de clientèle, effectivement, là aussi, pour Nvidia aujourd'hui. Gilles, vos commentaires sur cette situation de marché. Et encore une fois, alors, le risque de concentration, est-ce que c'est un problème aujourd'hui qui peut entraver la bonne marche des marchés telle qu'on l'observe et le risque principal, est-ce que c'est encore un risque à la hausse devant nous pour les actifs risqués? Deux choses. Le risque de concentration, oui, il est de plus en plus important, puisque je crois que là, il y a 10% du marché américain représente 75% de la capitalisation pour la première fois depuis 1929. Donc on a une concentration, mais même juste en dessous, on parle de Berkshire, on parle des choses comme ça. C'est un premier Berkshire, point. bientôt 1 trillion de market cap aussi. Ça fait partie des valeurs quand même qui viennent énormes. Et ça, c'est l'effet, je pense, gestion passive qui fait que quand on est gagnant et quand il n'y a pas de problème, on est plus gagnant. Donc après, si on parle des 7 magnifiques ou 7 mercenaires ou 7 samouraïs, ce qu'on veut, on commence à avoir une bifurcation très nette. Ah oui. Il y en a 4, les 4 les plus liés à l'AI montent et montent fort.
sur les résultats. Apple, Tesla et Google, juste aujourd'hui, de justesse, est positif depuis le début de l'année. Il y en a quand même deux valeurs, dont une à 2 trillions de dollars, qui sont en train de lâcher le wagon. C'est comme dans le peloton. Dans la montée, là, il y en a 4 qui partent devant et 3 qui sont plus ou moins en souffrance, dont 2 très liés à la Chine, que sont Apple et Tesla. Voilà, donc on voit quand même une concentration, mais en plus une concentration qui a tendance encore à augmenter, puisqu'aujourd'hui c'est 4 valeurs avec le Graal d'AGI de General Intelligence, qui me paraît, c'est plus la diffusion. L'intelligence artificielle générative, voilà. C'est ça. Et qui aujourd'hui, les 4, Amazon un peu moins, parce qu'Amazon c'est parce qu'ils ont vraiment des data centers, mais les 3 autres sont dans le génératif. Ils parlent de génératif, quelque chose qui, comme la conduite autonome, me paraît, on l'a annoncé pour maintenant, mais qui sans cesse va être repoussé. Donc il y a quand même un risque à un moment où on s'aperçoive que... les outils, ne serait-ce que les robots conversationnels et les modèles de langage large qui nourrissent aussi ces robots conversationnels, ils existent aujourd'hui. ChatGPT, Bard, la traduction Claude, c'est pas des inventions. C'est pas des inventions. C'est des inventions, mais qui ça reste de l'AI. fonctionnent. Ça reste de l'AI, c'est-à-dire ça reste de la régression sur base large, comme le langage, des choses comme ça. Le rêve, entre guillemets, qui est vendu aujourd'hui, c'est l'AGI. C'est donc la machine qui remplace l'homme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'est qu'une régression, et je pense qu'effectivement, par exemple, la traduction, typiquement, c'est quelque chose qui est tout à fait à l'AI, puisque c'est des règles extrêmement complexes qu'on peut apprendre sur des masses très importantes. Et donc, effectivement, le job de traducteur paraît un job qui est quand même assez menacé pour les années qui viennent. Mais c'est de la traduction. On reste dans, je prends quelque chose qui est créé, je traduis dans d'autres langues. Voilà. Là, on est dans l'AI de base, et c'est une AI qui est de plus en plus concertée, mais c'est pas ce qui est vendu. Ce qui est vendu, c'est l'AGI, c'est donc la possibilité de remplacer l'homme sur un certain nombre de choses. Et ça, c'est comme la conduite autonome, ça me paraît quelque chose qui... Il y a des horizons, vous dites. Des horizons plus lointains que ce qu'on prévoit maintenant. Mais bon, on verra, le futur dira. Donc ça, je dirais que ça, c'est le premier point, donc avec une concentration de plus en plus importante. Et je dirais que quelque part, on voit la réaction la semaine dernière, où on a eu un rebond de 12%, mais avec une baisse de 11% avant. Je veux dire, on voit que quand même, donc certains lâchent, pour Nvidia, certains lâchent, les autres stagnent. On sent que maintenant, il va falloir un peu plus pour lancer la machine. Déception, Palo Alto a dû baisser de 20-25% sur sa publication la veille ou l'avant-veille de Nvidia, etc. Voilà, et on voit même sur d'autres processeurs, sur d'autres trucs, services. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a quelque part 2 scénarios, un scénario, je dirais, plutôt central, qui est de maintien et que le reste rattrape. Tout ce qui a été un peu, parce qu'on est dans une vision optimiste et malgré tout, mais qui pose le problème aux banques centrales qui ne peuvent pas baisser quand les marchés sont au plus haut. Et de l'autre côté, on a un accident sur une de ces 4 valeurs. Après, on a des choses dans tout ce qui est volatilité, produits structurés, tout ça, qui sont quand même un peu compliqués. On peut avoir un choc externe sur le système qui soit plus compliqué, mais ça, c'est par nature. Et l'idée, moi, qui m'intéresse, l'idée que ça puisse se diffuser, qu'au sein du groupe des 7, il n'y en ait plus que 3-4 qui tiennent et que d'autres décrochent, c'est une chose, mais au-delà du groupe des 7, est-ce qu'il y a quand même l'idée que la hausse du marché puisse être accompagnée par plus de secteurs, plus d'entreprises, etc. Oui. Il n'y a pas que Nvidia qui monte dans le marché. Non, mais c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la transition en l'absence de choc externe, parce qu'aujourd'hui, on a quoi ? On a une croissance nominale qui est très élevée. Des banques centrales, mais quelque chose qui est quand même sous-jacent, assez fragile, parce qu'il y a les taux d'intérêt, il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va plus vite. Et cette vitesse est en train de se diffuser. Donc, globalement, on a une situation où on sent que ça commence à se diffuser, y compris à certaines petites, c'est le plus long retard. Oui. D'autres indices, les émergents, l'Europe, d'autres valeurs. Donc, on a une diffusion. Aujourd'hui, notre scénario, c'est plus en cas de stabilité d'une diffusion. Mais c'est un peu comme, je donnais l'exemple l'autre jour, le marché est un peu comme un bateau. On est sur des monocoques. Là, on est passé sur des foilers ou des choses comme ça. Donc, on va beaucoup plus vite. Mais c'est plus instable. On peut se retourner. On a plus de risques de se retourner. Voilà. Parce que il y a la gestion centrale, les options. On a quand même doublement des volumes optionnels en l'espace d'un an. C'est des choses qu'on n'a jamais vu ce que ça donne derrière quand ça tourne mal. Oui, il y a un fonctionnement de marché aujourd'hui qui est assez particulier. Qu'on n'a jamais vu. Je reprends vos primes de risque tout à l'heure, Bertrand. Et est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'on peut attendre une rotation sectorielle, un élargissement de ce rallye au-delà de Nvidia ? Ce qui était intéressant la semaine dernière, c'est que tout le monde était focalisé sur Nvidia, qui a fait son moins 11 plus 12, voilà. Mais au final, le S&P 500 sur l'ensemble de la semaine fait 1+, l'Eurostoxx doit faire 2, et le MSCI Emerging fait 3% la semaine dernière. Il y a presque, sur une semaine en tout cas, une nouvelle hiérarchie qu'on a pu observer.
Oui, alors après, la question, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des indices au niveau mondial ou des secteurs au niveau américain ou des valeurs au niveau américain qui peuvent monter ou ne pas baisser si les indices baissent? C'est ça un peu, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une surpondération dans les gestions au niveau mondial des États-Unis, des marchés actions américains, des valeurs américaines. Et donc, c'est vrai qu'une sortie un peu anarchique parce que les indices baissent, parce qu'une des grandes valeurs, simplement, ou deux, a craqué. Ouais. C'est ça un petit peu la question qu'on a aujourd'hui. Ouais. Clairement, et ça a été dit effectivement très justement, on a une très forte dichotomie, en particulier aux États-Unis, mais également en Europe, entre des valeurs qui sont vraiment, vraiment pas chères. Alors aux US, c'est une partie très importante en termes de nombre de valeurs. Hein. En Europe, un peu moins, mais enfin, ça reste quand même le cas. Ces valeurs-là restent très intéressantes. Même dans une perspective historique, n'ont peut-être jamais été aussi intéressantes. On parle peut-être des petites et moyennes valeurs. Hein. Petites et moyennes valeurs aux États-Unis ou en Europe, on est sur des ratios historiquement bas. On a des titres qui traitent sur non pas 80 fois les profits comme Nvidia, mais à 8 fois, alors qu'ils ont des taux de croissance entre 8 et 10%. Tout ça parce qu'on ne veut pas de la petite et moyenne valeur pour des questions de liquidité. Voilà. Il y a eu une tentative en fin d'année quand même, Oui, Bertrand, alors tout à fait. qui n'a pas été suivie des faits. Suivi, malheureusement. Après, je constate qu'il y a de plus en plus de sociétés d'actionnaires majoritaires de sociétés qui cherchent à sortir de leur société de la bourse. On a eu l'exemple un peu de Chargeur en France qui a lancé une offre comme ça, mais on a la multiplication d'offres comme ça, notamment aux États-Unis, où des actionnaires familiaux s'allient à des fonds de private equity pour faire des offres pour essayer de sortir ou pour racheter une partie du capital en réduisant la partie qui free float, donc qui reste cotée. Flottant, tout à fait. Ça, c'est acté qu'il y a un dysfonctionnement structurel dans la capacité de la bourse à reconnaître la valeur de certaines entreprises. Beaucoup de chefs d'entreprise, de petites et moyennes valeurs à qui on parle, on en parle beaucoup puisqu'on est par construction chez Fidelity surpondéré sur ce segment de valeur, qui en ont assez de la bourse, honnêtement. Le temps qu'il passe à parler aux investisseurs, l'investissement financier, parce qu'il faut quand même avoir ça en tête, par rapport au retour que ça fait notamment, et c'est pas simplement l'enrichissement, c'est l'image que ça véhicule de leur société vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis de leurs propres salariés qui voient leur titre en fait être à moins quelque chose, alors qu'on a effectivement des mastodontes américains qui sont à qui ont multiplié par X leur cours de bourse. Voilà, mais ça, c'est quand on réfléchit de manière un peu prospective. Alors, le passé nous dit qu'on a déjà divisé par 2 le nombre de valeurs mondiales en, 10, 15, 20 ans. L'attrition de la cote, c'est quelque chose de structurel encore devant nous. Enfin, je caricature un peu, mais on va se retrouver un jour avec quelques centaines de méga caps encore cotés parce que c'est hyper liquide, que le marché peut être efficient pour ces valeurs-là. Et puis, toute une série de valeurs qui sont déjà moins suivies par les analystes, qui sont moins vendues, moins marketées. Sur les introductions en bourse. Parce que ça, c'est parce que c'est ça qui renouvelle. Il y a des sociétés qui sortent, qui meurent. Il faut qu'il y ait des sociétés qui rentrent en bourse. Statistiques sur les introductions en bourse. Regardez ce qu'a fait Pascal Quiry, qui est un des personnes qui gère le Vernimen, qui est cette institution financière, ce livre que tous les financiers ont lu. Et donc qui regardait un peu sur le long terme, sur la place de Paris, qui analysait les introductions en bourse depuis une quinzaine d'années. Depuis 15 ans, vous avez 77% des sociétés introduites en bourse qui ont un cours de bourse inférieur à leur cours d'introduction. Et c'est pas Believe qui va nous faire dire le contraire avec cette offre. À peine 3 ans après, ils sont déjà prêts en tout cas. En dessous de l'offre. Donc c'est vrai que ça donne pas envie. Non. Si vous voulez, Donc, et ce renouvellement de la cote, il se fait pas de manière saine. C'est pas les bonnes sociétés qui rentrent et pas pour les bonnes raisons. Parce qu'elles rentrent pas pour lever des capitaux, pour se développer ou pour faire des acquisitions. Elles rentrent parce que des fonds de private equity veulent monétiser leur investissement et nous le refiler. Alors qu'ils ont bien essoré la société, en termes de coûts, vous ne pouvez plus rien faire. Ils ont même mis très souvent à mal, malheureusement, la croissance et le futur de la société parce qu'ils ont coupé dans les investissements. Tout ça pour se focaliser sur la génération de cash flow et rembourser les dettes. On connaît le modèle. Donc c'est vrai que tout ça, depuis une dizaine d'années, c'est l'essentiel des introductions en bourse qu'on a qui viennent du private equity. C'est une qualité, les sociétés arrivent, alors c'est pas la qualité des sociétés qui est en cause, mais c'est les niveaux de valorisation qui sont complètement délirants par rapport à un potentiel qui est très faible, puisqu'il n'y a pas eu d'investissement pendant plusieurs années, on va le payer, et on ne peut pas non plus baisser les coûts. Donc ça, honnêtement, ça donne une image de l'entrée en bourse qui est quand même très
très Oui, particulière. puis, Donc moi, si j'étais chef un d'entreprise... univers à deux vitesses. Voilà, j'ai le choix Ouais. entre m'introduire ou pas m'introduire, je vais y penser à deux fois. De plus en plus disent que c'est une option parmi d'autres et que y en a d'autres. tant que je peux me financer dans le privé, c'est-à-dire hors des marchés cotés, je continue de me financer dans le privé la plupart du temps. C'est un vrai bon sujet structurel, C'est un excellent sujet. l'attrition de la cote, la destruction des actions, etc. J'ajouterais quand même que effectivement, il y a beaucoup de sorties de la cote. On en a sur notre fonds de small cap quasiment tous les mois. On a une société qui est sortie du marché. Et vous dites quoi? Tant mieux, parce qu'il y a des primes, que non mais c'est bon pour la perf. C'est bon pour la bon pour la perf immédiatement. Sur le fond, ça fait craindre effectivement un sujet d'attrition totale de ce marché-là. Alors, nous, on est complètement européen. La France, c'est à peine 15% de l'investissement sur ce fonds. Donc, on a encore un univers assez large. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un autre aspect, c'est que les écarts de valo entre ce qui est coté et ce qui ne l'est pas rendent impossible l'introduction. C'est-à-dire que quand vous êtes à vous passer le mistigris dans du non-coté d'un fonds à un autre, d'une échéance de fonds à risque à un autre, à un certain niveau de valorisation que vous maintenez plus ou moins artificiellement, y compris dans les phases de hausse de taux, Ça va peut-être changer un peu. Ça peut changer un peu, mais ce que je veux dire, c'est que que- de financement différents, peut-être qu'il y a quand même un moment de rendez-vous Oui, mais pour la le prime private de equity. valorisation, elle est sur le non-coté et pas sur le côté. Et donc, Oui. le vrai sujet, c'est que le débouché naturel pour une société qui est non-cotée n'est plus le marché financier, parce que si on l'amène sur le marché financier à un niveau de valorisation convenable pour le fonds de private equity, elle a peu de perspectives de gagner de l'argent dans les 3 années qui suivent, ce que les statistiques prouvent. Peut-être depuis que la plusieurs années. prime d'illiquidité qu'on a vu s'installer ces dernières années n'est pas non plus pérenne, ad vitam aeternam, ou en tout cas à ces niveaux-là. Moi, j'ai tendance à l'espérer. Ouais. J'aimais bien mais vous dites, l'animation on l'espère. qui consistait à voir arriver, Bien sûr. à l'issue de bien phases sûr. de C'était croissance de nouvelles entreprises sur le marché, parce que ça a amené des investisseurs, ça a amené aussi une reconnaissance pour ces entreprises. Un chef d'entreprise, une des raisons pour lesquelles il va donner cette transparence sur ses comptes, sur le marché, etc., c'est pour rassurer aussi ses clients, pour rassurer ses banquiers, trouver des moyens de financement et de renommer pour sa boîte à l'international. Et donc ça avait beaucoup de sens d'amener, y compris des PME. Je me souviens, quand j'ai commencé dans ce métier, de la famille Tenberger, qui faisait le tour des PME de France pour amener tout le monde à la cotation. C'était peut-être un peu exagéré. Il n'empêche que s'il n'avait pas fait ce travail-là, il n'y a pas grand monde qui l'a fait depuis. Ce phénomène sur les small caps, alors vos commentaires, c'est un vrai bon sujet structurel. J'aime bien qu'on en parle de temps en temps, mais au-delà du structurel, les small caps ont tenté un rebond en fin d'année et c'est vrai que l'essai n'a pas été transformé pour prendre une image rugbystique. Gilles. J'apprécie. Vous appréciez Et ouais, moi, plus que la performance C'est la d'hier. seule mais, connaissance, ça peut pas être du rugby. donc, je dirais, oui, tout à fait. Et il y a quand Et même une pourquoi? rupture. La question étant pourquoi? Il y a une rupture qui est nette, on voit sur le marché américain, entre la corrélation entre le taux de 10 ans et les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les small caps sont presque corrélés aux 10 ans. Donc le taux de 10 ans baisse, les small caps montent, le taux de 10 ans monte, elle baisse. Et la corrélation C'est reste. une question de coût de financement en fait. C'est assez direct, c'est comme ça que le marché réagit. De coût de financement, j'en sais rien, mais effectivement une perception. Et par contre, les grandes capilles, tirées par les 7, ont réussi à se sortir de cette orbite-là. Il y a vraiment une sortie de leur orbite des taux. Et quelque part, la question aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que revenir. C'est si on stabilise ou baisse légèrement sur cette partie-là, on peut tracter le reste parce qu'il y a l'optimisme, parce que la peur, parce que les 50 bips, ok, c'est fait, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et donc là, on peut avoir une diffusion un peu plus large. Par contre, effectivement, derrière, je vous dis, c'est comme un truc fragile parce que au cœur, on a des choses fragiles. On a des taux qui restent élevés. Et je pense que pour revenir, hier, je lisais qu'il y a un immeuble, je crois, à Milwaukee ou je sais plus quoi, qui vient de se vendre 80% moins cher qu'il y a 3 ans. Parce que voilà, je veux dire. Aujourd'hui, dans le privé, enfin dans le côté, il y a des ajustements qui ne sont toujours pas faits, en grande partie, qui vont se faire et qui, cette prime, on parlait d'échanges entre fonds, des choses comme ça, on voit des choses qui un jour vont finir par monter à la surface. Je veux dire, quelque part, j'ai le sentiment que dans cette partie-là des marchés financiers ou de l'épargne, on essaie d'espérer que les taux finissent par baisser et que derrière, un peu comme on a eu très vite en 2020 où on a eu une baisse, une Il faut remontée. tenir encore quelques mois et dans quelques mois, ça ira mieux parce que les taux auront baissé. Et moi, je pense que les taux ont monté structurellement
clairement. Je veux dire, ça, on peut dire qu'ils seront peut-être un peu plus bas dans 6 mois, 1 an, mais en tout cas, la remontée est structurelle nette. On est sorti des taux zéro et taux négatifs. Donc ça veut dire que cette prime à les liquidités, cette épargne surabondante, aujourd'hui, elle est plus abondante. Et je pense que le phénomène de retour à la cote se fera parce que dans quelques années, les gens se financent tant qu'ils se financent, mais déjà, ils ont de plus en plus de mal à se financer côté bancaire. Côté et puis on peut pas attendre éternellement avant de se refinancer. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même bien y aller, quoi. Voilà, et donc je pense que c'est un phénomène qui finira par s'éteindre de lui-même. Sur l'histoire de la baisse des taux, justement, ça fait partie quand même de ce qu'on observe depuis le début d'année. On est parti en début d'année, après le discours de Jérôme Powell de décembre 2023, sur l'idée de 150 points de base de baisse de taux aux États-Unis, à commencer par le mois de mars. On est aujourd'hui sur l'idée de 3 fois 25, 4 fois 25, baisse de taux, Juillet. à compter de juin, voire juillet maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le calendrier peut encore se décaler au fur et à mesure des données économiques qui montrent pour l'instant une économie américaine peut-être encore sur un rythme de croissance de l'ordre de 3% pour le premier trimestre? Tout à fait. Je dirais qu'il y a deux choses. Un, il y avait quand même une malentendu au démarrage. Ça arrive puisque parfois, Powell avait annoncé 3, les marchés en ont mis 6 en disant taratata, voilà, c'est ce qui C'est une négo, quoi. Voilà. Il faut remarquer que la Fed, grâce au 7 magnifique, a réussi à faire décaler de 3 sans casse. J'avoue que ils sont revenus en douceur. Les données économiques ont aidé aussi. Parce qu'à un moment, les banquiers centraux parlaient, le marché n'écoutait que les données économiques. Oui, mais ça s'est fait sans casse. À part sur les taux un peu, mais voilà, pas de casse. Pas de casse majeure. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Après, on est en train de revenir doucement vers ce qui était initial, puisque avant le discours, on était sur une baisse à 2 baisses en 2024, en disant on éradique l'inflation, et voilà. À mon sens, et il y a une victime collatérale, on pourra en parler, c'est la BCE, à mon sens, aujourd'hui, la Fed n'est plus en situation de baisser les taux tout de suite, pour 2 raisons. On est au-dessus de ses objectifs à 3%, et en plus on a des marchés boursiers au plus haut. Et quelque part, c'est comme le 3e mandat de la Fed, elle ne peut pas invoquer un problème là-dessus. On a le chômage au plus bas, les marchés financiers au plus haut, et elle va commencer ça ne devient pas possible, les 3% d'inflation avec les Américains qui se plaignent tous les jours des prix de l'inflation. Donc quelque part, les marchés Nvidia l'ont enfermé dans un corner, dont elle aura du mal à se sortir. Et c'est un problème pour la BCE. Et c'est un problème pour la BCE, parce que effectivement... Si la Fed peut se permettre d'attendre, la BCE n'a pas envie d'entendre, mais elle ne veut pas partir toute seule devant. Et donc, on voit bien qu'elle va baisser plus fort, probablement, et elle a envie de baisser plus fort et derrière, mais elle a envie que ce soit coordonné, et on sent bien que chaque fois que les Américains hésitent, d'ici, on dit à Francfort, on dit, il n'est pas temps de prendre notre indépendance par rapport à ça. Le problème, la dernière fois, ça s'est mal passé, donc c'était en 2012, quand il avait décidé de... 11. La dernière hausse de taux, oui, 2011. Oui, d'accord. La franchise des Américains, derrière, on avait pris ça a été corrigé très vite, 2 mois après. Oui, mais pour une banque centrale, ça fait un peu désordre. Donc, ils aimeraient bien que les Américains aient éradiqué l'inflation pour être sûr qu'il n'y ait pas un rebond de l'inflation venant des États-Unis, un rebond mondial, pétrole et inflation, qui viennent torpiller la baisse de taux de la BCE. Donc, quelque part, il y a cette false hésitation qui est justifiée, mais qui permet de... Oui, qui permet... Qui explique, qui coince un peu tout le monde. Ah oui, ça c'est sûr que pour la BCE, c'est pas du tout confortable. C'est le grec Stronaras qui le dit aujourd'hui. La BCE a beaucoup plus de problèmes que la Fed. C'est un constat que tout le monde partage, mais c'est dit explicitement par les officiels de la BCE aujourd'hui. Bertrand, comment vous entendez le narratif macro-américain où finalement Jérôme Powell a supprimé le risque de récession avec l'idée du pivot. On se préparait pour un soft landing très très soft. Et puis là, c'est peut-être même le no landing, quoi. C'est-à-dire que l'économie américaine semble être en capacité de continuer de réaccélérer. Encore une fois, d'un point de vue boursier, je pense que la récession n'était pas une si mauvaise option, puisqu'elle aurait permis justement de justifier des hausses de taux qui étaient celles, effectivement, qui étaient anticipées de manière trop optimiste par certaines grandes banques américaines, alors que leur scénario n'était pas celui d'une récession d'ailleurs, ce qui était vraiment très incohérent. C'était un petit peu incohérent. En effet. Donc c'est vrai qu'en plus, il ne faut pas oublier une chose, qu'on est dans une année électorale. Il va y avoir quand même une certaine pression sur Jérôme Powell. Est-ce qu'il va accepter ou non, montrer qu'effectivement il soutient ou pas un côté ou de l'autre? Voilà, ça va être une vraie question aussi. Aujourd'hui, c'est trop tôt, il ne va jamais prendre de risques, mais quand on va se rapprocher sans doute de l'échéance et qu'il va y avoir des sondages qui vont sans doute mettre... Moi, je ne pense pas qu'on va être au coude à coude. Je pense qu'il y en a un qui va vraiment se démarquer de l'autre. Après, ça, c'est une opinion personnelle, appuyée sur effectivement des données, mais qui sont... Et quand vous dites l'un, vous avez un nom en tête ou c'est l'un ou l'autre? Qui va sans doute se démarquer très fortement. Donc après, quelle va être la réaction, même si, encore une fois, la Banque centrale est indépendante, de Jérôme Powell par rapport à ça? Ce qui va vouloir effectivement
se démarquer, je comprends. donner un coup de pouce ou pas. Enfin bon, voilà, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en tête aussi. On est dans une année électorale, donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et ce qui a été dit très justement, c'est qu'aujourd'hui, pour le consommateur américain, notamment pour l'électeur de Trump, le problème, c'est l'inflation. C'est-à-dire que lui, il regarde son panier d'achat chez Walmart. On m'a dit c'est la Il y a- canette de Coca. C'est Voilà, le prix de la canette de Coca. Pour lui, c'est vraiment très important. Donc c'est vrai que ça, voilà. ça Et fait le prix de la quelque canette de Coca ne reviendra pas au prix de la canette Non. de Coca de 2019, évidemment. Et juste pour une anecdote, il y a une étude comportementale parce que il y a quand même un chômage qui est au plus bas et en fait, les démocrates et les économistes sont allés voir pourquoi il y avait on remettait pas le crédit de Biden de l'économie américaine parce qu'en fait dans l'électorat, mais tout les hausses de prix, c'est la faute du gouvernement. La hausse des salaires, le plein emploi, c'est son mérite. C'est grâce à nous. C'est grâce à lui. Ah, bien et donc, sûr. il y a, Mais c'est il y a humain, les gens, ça, c'est les humain. gens ne Ouais. déconnectent pas le fait que le plein d'emploi et la hausse de salaire, c'est la reconnaissance de leur mérite. Les hausses de prix, c'est le gouvernement. Donc voilà, c'est ça c'est là le problème. Surtout qu'on oppose, en tout cas, on cantonne le prix de la canette de Coca d'un côté et on ne met pas en parallèle, effectivement, que le salaire a progressé de 5, 6, 7% sur d'emploi, 2 ans, et au niveau de qu'on plein. a retrouvé un job, etc. etc. Voilà. Oui, donc on disait, oui, non, Moi, je veux bien que sur la macro américaine. Hein, Oui, tu veux. François. Small cap, depuis Ah oui. la fin octobre, moi j'ai un parcours à plus 17%. J'étais en train de le regarder pendant. Ouais. Donc c'est pas juste un rebond de fin d'année. C'est qu'on a eu sur les small cap, avec le mouvement de passage du pivot sur Ouais. les taux, on a eu un vrai rebond. Est-ce que ce rebond est terminé? Ma conviction profonde, c'est que non, tout simplement parce que les fondamentaux qui ont participé à ce rebond ont toutes les chances de continuer dans les mois qui viennent. Et donc 2024 est pour moi l'année, en tout cas ça fait partie de mes paris, une année du rebond des small cap. Je l'avais un peu anticipé en 2023, un peu trop tôt. Je pensais qu'on aurait une surperformance en 2023. Et on a beaucoup accéléré en fin d'année sur les small cap dans nos allocations. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas contribué Que vous à la maintenez. sous-performance. Non, et qu'on d'accord. n'a pas- Ça, c'est- voilà, d'accord. on a maintenant, cette fois-ci, un momentum favorable, c'est-à-dire qu'un momentum de prix favorable sur les small cap qu'on n'a jamais eu depuis 3 ans. Oui, On a- non, on a- mais on a- j'entends. On n'a jamais eu de rebond. Mais il y a besoin d'un significatif nouveau depuis déclencheur, 3 ans. il y a besoin de C'est la quelque chose de première fois. plus. Je pense que c'est simplement la poursuite de l'intégration du scénario économique du no-landing aux D'accord. États-Unis et d'une croissance D'accord. modérée, mais d'une croissance et d'une reprise au deuxième semestre. Donnée après donnée, le marché y a d'ailleurs prendra un en deuxième considération secteur. ces valeurs-là. Il y a un deuxième secteur que je pourrais citer qui est un de nos paris aussi, mais qui est un plus modeste pari, mais c'est le secteur des foncières cotées, qui a assisté de la même façon sûr. à une bascule. Énorme rebond. Et on a un très énorme. beau rebond Oui, oui. qui a simplement remis des valorisations correctes, on va dire correctes, parce qu'on a encore 30% de décote sur les valeurs d'actifs nets réévaluées en moyenne en Europe, mais simplement par l'ajustement des taux et des anticipations. Aussi, il faut le dire, par le réajustement du marché de la dette des foncières cotées et des publications de résultats qui ont été plutôt favorables, tant en termes d'occupation que de loyer, y compris même en termes de cession d'actifs pour certaines qui sont parvenues à Oui, sur le plan dégager opérationnel, c'est pas la cata. d'actifs avec Non. de très faibles décotes par rapport à la valeur du bilan. Donc pas de mauvaise surprise et c'était plutôt rassurant. Donc c'est un deuxième pari, et puisque je suis sur les paris, le troisième pour nous c'est la Chine, un petit pari sur Ah. la Chine qu'on a entamé il y a maintenant 1 mois et demi, et il s'avère que on l'a fait à quelques jours de l'arrivée du gouvernement dans des mesures un peu extraordinaires pour essayer de soutenir ce marché. Pour l'instant c'est quelque chose qui tient, c'est-à-dire qu'on a eu plus tard T'as mis un niveau plancher. d'inquiétude, mais on a le sentiment qu'il y a un plancher qui a été mis, et pour l'instant on est dans des Et comment on joue des la gains Chine, favorables sur François, la Chine. quand on est à Voilà, Paris? pour le coup, Ouais. soit on utilise des très bons fonds gérés par nos Ouais, amis d'accord. qui sont des gérants d'actifs Fonds globaux, spécialistes, ouais. soit des ETF quand on Ouais. veut satisfaire à la mode du fait de ne pas payer cher ce genre d'investissement. Je pense quand même qu'il y a du bêta à trouver, il y a de l'alpha pardon à trouver sur ces valeurs-là, et donc des inefficients de marché qu'on peut aller chercher des gérants qualifiés pour attaquer la Chine. Et puis il y a un autre élément que je voulais dire quand on parle de concentration des performances. On le dit énormément et c'est justifié. On l'a dit, souvenez-vous, de la même façon l'année dernière en France avec le secteur du luxe. Du luxe, les cours, Regardez ce qui s'est passé sur le luxe. Oui, bien sûr. On a vu des titres mastodontes du CAC Ouais. corrigés très significativement, plus de 25%, Bien sûr. c'est très significatif, sans que cela mette en péril le mouvement et la dynamique du marché action français. C'est vrai. Et donc ça veut dire que ce que vous signalez sur les États-Unis, avec déjà dans les 7 quelques-uns qui commencent à se réajuster en termes de valorisation, je ne pense pas du tout que ce soit de nature à faire retourner le marché dans son ensemble. Et ce d'autant que dans le même indice, vous allez avoir des dossiers qui sont très faiblement valorisés. Vous prenez je
prends le cas français, mais vous prenez en France des Total qui se payent 6-7 fois les résultats, des BNP qui, malgré 10 milliards et quelques de profits, continuent à se payer 6 fois les résultats, malgré des distributions de dividendes et des rachats d'actions extrêmement élevés, quasiment 10%, et un engagement pour les années à venir. Donc vous avez quand même à l'intérieur de cet indice, même si vous avez de la concentration, vous avez quand même la capacité de trouver des relais pour que les marchés continuent leur chemin haussier. Bertrand, sur les small caps, vous aviez peut-être un commentaire. Oui, Et sur puis, les small caps, parlons de la c'est vrai, Chine je aussi. rejoins je le vous ai fait vu, que la performance est loin d'être épuisée. Quand on regarde historiquement les différents cycles, je me réfère notamment à 2008-2009. On a eu dans un premier temps un effondrement du relatif, donc des petites et moyennes valeurs, suivi d'un rebond très violent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les 2 dernières années qu'on a eues, on va dire jusqu'à fin 2023, les 2 années d'avant, donc 2021-2023, on a eu un effondrement en relatif de la performance des small mid cap. Donc le rebond qu'on a connu n'efface qu'une partie de cela. Et donc historiquement, compte tenu de l'entonnoir à liquidité sur ces valeurs-là, on a des rebonds plus forts. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a un élément un peu structurel qui pèse, c'est cette problématique de gestion de la liquidité des fonds en règle générale. Et donc les fonds qui ne sont pas que des fonds small mid-cap, donc les fonds blend, entre guillemets, qui font et les grandes valeurs et des petites et moyennes valeurs, ont plus de contraintes pour acheter des petites et moyennes valeurs par rapport à la liquidité. Donc c'est vrai que ça, c'est peut-être ce qui explique, mais je partage l'avis qu'il y a encore une nouvelle jambe de hausse, sans doute assez significative, sur les petites et moyennes valeurs. Sur la Chine, donc je ne vais pas reprendre effectivement à peu près les mêmes arguments. Sur les secteurs, nous on regarde également l'énergie et les matières premières, parce qu'il faut être cohérent. Soit on croit à la grande récession mondiale, la récession aux États-Unis, et la Chine ne rebondit pas, et auquel cas, soit un moment, il faut que les cycliques repartent. On a effectivement la performance très médiocre de ces secteurs-là aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà pricé dans les cours. Soit on pense qu'aux États-Unis, on va peut-être pas être en récession, que la Chine, soit ils restent où ils sont, ou ils rebondissent, mais on a du mal à concevoir qu'ils peuvent encore s'effondrer. Donc c'est vrai qu'il faut être cohérent, et de ce point de vue-là, avoir même le cuivre a commencé à dévisser il y a quelques semaines. C'est absolument incohérent. Alors qu'il y a une multitude de rapports qui montrent que le déséquilibre qu'on attendait dans un an, il va arriver cette année. Donc moins d'offres que de demandes. C'est quoi? Il y a des phénomènes de stockage, déstockage. On avait stocké beaucoup de cuivre, on déstocke avant d'en racheter. Stock, et puis alors c'est très compliqué aujourd'hui d'augmenter les capacités de production dans des matières premières pour des questions ESG partout, avoir les permis. C'est extrêmement compliqué. Même dans les pays d'Amérique du Sud, ça met 3, 4, 5 ans pour avoir des permis. Même pour une extension de mine, c'est extrêmement compliqué. Se grève des éléments politiques aussi derrière, avec des gouvernements qui ne veulent pas que les ressources soient dilapidées. Donc c'est compliqué du point de vue de l'offre. Donc même si la demande, et c'est ça un peu, c'est pareil pour le pétrole, les gens se focalisent sur la demande. C'est vrai que l'essentiel des cycles historiquement ont été générés par la demande. La demande se contracte, elle augmente, etc. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le marché price un scénario de demande qui est plutôt négatif sur l'énergie clairement et sur les matières premières, on parle sur une grande partie clairement aussi. Alors que, on pense qu'il y a aujourd'hui il faut plutôt regarder donc l'offre, et cette offre-là, elle est soit contrôlée comme dans le marché pétrolier, soit pour des questions encore plus structurelles, elle est limitée sur beaucoup de matières premières. Je rappelle, l'équilibre offre-demande quotidienne sur le marché du pétrole mondial, c'est à quelques millions de barils jour que ça, millions de barils, que ça se joue. Voilà, ça va générer sur 80 millions de barils consommés ou 100 millions de barils consommés chaque jour. La logique d'investissement qui vous guide à ce stade, Gilles, et puis ce qu'on était dans l'ordre des paris, alors paris ou en tout cas conviction, on va dire pour 24. Ça va être amusant parce que j'ai quand même tapé sur la Chine pendant depuis 2 ans sur la Chine. C'est le turning point là? Oui, on a acheté il y a 2 semaines. On est gagnant sur la Chine. Je pense que c'est pas beaucoup de. Oui, depuis 2 semaines, oui. Voilà, non, mais on a acheté. Mais quelque part, la vision que j'ai de la Chine, c'est la vision du Japon en 90. C'est-à-dire que dans la baisse de 75% du marché, il y a eu 3 rallyes de 30% qui se sont mis ensemble. Donc là, on a initié une position sur la Chine qui, tactique, par rapport, j'entends. Plus tactique que ça, c'est difficile de trouver. Comme je reviens sur ce que j'ai dit de nombreuses fois sur ce plateau, le modèle chinois est cassé et avec Xi Jinping, on voit pas de façon de. Ils essaient de rassurer, mais ils s'y prennent pas bien pour plein de raisons politiques et autres. Donc il y a de l'opportunisme, du pragmatisme tactique là sur la Chine. De la Chine. Voilà. Donc aujourd'hui, la vision, c'est que je rejoins une chose, c'est que les small caps se feront mieux que les large caps, je pense, en 2024. La question, est-ce que ce sera une performance relative ou une performance absolue? Je pense que jusqu'à la fin de l'année, sur 2024, le jury a encore à court terme
positive. À court terme, il y a un momentum, il y a tout ça, mais il ne faut pas qu'il y ait d'accidents sur les grandes capis. Elles feront mieux, mais les grandes capis risquent de souffrir parce qu'on est sur, en tout cas aux États-Unis, qui est le marché central, on est sur des valorisations qui sont extrêmes. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le. On a même mis en place un long SP500 short equal weighted. Donc, d'accord. Donc on prend tout ce qui est en retard et voilà, donc pour couvrir. Donc il n'y a pas de risque de marché, mais par contre, on joue complètement le rattrapage des autres valeurs. La Chine, donc on a commencé des mines d'or parce que si jamais elle a fait, voilà, donc on achète des choses qui sont vraiment massacrées, on a ce qu'on appelle la diffusion. Et la question à savoir, c'est le thème de la diffusion. On diffuse sur des choses qui ont été. Et après, la question est de savoir, c'est est-ce que qui est inanticipable, est-ce qu'à un moment ou un autre, on n'aura pas un accident avec deux types d'accidents, soit un effet de crédit, un risque financier, soit l'inflation qui accélère, qui est l'autre risque aujourd'hui, et donc les taux qui montent et qui là entraînent les actions avec elles. Donc voilà, c'est ça un peu le positionnement de dire on attend, on profite des 4% sur le cash. Et on positionne sur la diffusion, des choses comme ça. Bon, on verra pour les accidents. Novembre 24 sera quand même un moment important qui peut provoquer peut-être des changements d'opinion. Je suis moins sur certains pour toi, parce que hier, par exemple, ce qui était frappant en Caroline du Sud, c'est que 40% des républicains qui ont voté contre Trump, 2/3 ont dit qu'ils ne voteraient pas Trump aux élections. Il faut voir que les procès, ce qu'il dit quand il parle aussi, parce qu'ils ils n'auront personne d'autre. Et hier, il a appelé... mais tout le monde, mais démocrates et républicains, je crois qu'ils iront tous en se bouchant le nez pour voter pour Biden 83 ans ou je sais suis combien. pas sûr que Biden arrive aux élections, mais hier Trump entière a appelé sa femme Mercedes devant tout le monde au lieu de Melania. Il a aussi des absences. C'est vrai. Oui, il a des absences. Non mais ça se voit des deux côtés, ça fait un peu peur. Des deux côtés, on a un processus neurologique qui est pas. Il était déjà obsédé par les Mercedes quand il était à la Maison Blanche. Il disait sur la 5e en bas de la Trump Tower, je vois trop de Mercedes. Il faut mettre des tarifs sur les Mercedes allemandes. Qu'il avait fait dans Playboy dans les années 90. On dit si je suis un jour président des États-Unis, c'est une lecture. Si un jour je suis président des États-Unis, non, je mettrai 10%. Il y a trop de Mercedes. Ah oui, c'est ça déjà. Ah oui, donc c'est vraiment une obsession profonde. Et il avait dit je mettrai 10%, 20% de 20% de tarifs. Et donc là, il a annoncé d'ores et déjà qu'en cas d'élection, il y aurait 10% de tarifs pour tout le monde, quel que soit le produit, et 60% pour les Chinois. Oui, non, mais ça, il a déjà fait beaucoup d'annonces là-dessus. Bazooka. Bazooka, oui. Ah bah ce sera, 2.0. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup et merci d'avoir joué le jeu de cette émission un peu bruyante, je le dis pour nos auditeurs, téléspectateurs. Effectivement, il y a des travaux pas loin de chez nous, ça s'entend. Merci beaucoup Bertrand Puif qui est avec nous, Fidelity, François Cholet, Montségur Finance et Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui justement de la gestion thématique et de ses enjeux. Nous en parlons avec Mohamed Amor, directeur général de Thematics Asset Management. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci d'être là. Je vais le dire simplement, mais c'est vrai que l'histoire de Thematics qui a fêté ses 5 ans en décembre 2023... coïncide assez bien avec l'histoire de la gestion thématique, en tout cas sur ces dernières années, qui ont été des années quand même, peut-être qu'il faut remonter 10 ans en arrière, mais des années d'essor, de prise d'envol de cette nouvelle manière d'aborder l'investissement boursier, notamment 5 ans donc pour une société, c'est important, pour une société de gestion en l'occurrence. Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 ans d'historique pour Thematics Asset Management et comment vous quantifiez un peu le bilan d'ailleurs, Mohamed? On en retient beaucoup de choses, puisque en 5 ans, si on regarde les chiffres, il y a 5 ans on était 6, aujourd'hui on est 22 chez Thematics, on a commencé avec une centaine de millions d'euros, aujourd'hui les avoirs qui nous sont confiés c'est à peu près 4 milliards d'euros. On avait commencé avec 4 stratégies, aujourd'hui on en a 8 et surtout c'est le regard que portent les investisseurs, les épargnants sur la gestion thématique qui nous apporte le plus de satisfaction. On a passé beaucoup de temps avec les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, les acteurs de fonds et les institutionnels et on est ravis de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a vu, ce que le marché aujourd'hui, la manière dont le marché s'est approprié la gestion thématique. C'était une gestion satellite il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui c'est une gestion qui est en cœur de portefeuille sur les portefeuilles des épargnants, donc
de monsieur tout le monde qui pousse la porte d'un conseiller en gestion de patrimoine ou d'un banquier privé. Et surtout, on voit que la manière dont on fait les choses aujourd'hui chez Thématique, cette approche fondamentale, une approche de conviction, a porté ses fruits. Et le marché, en 5 ans, n'a pas été un long fleuve tranquille, n'a pas été une ligne droite, la trajectoire de ces 5 dernières années. Mais il y a des années qui ont eu des valeurs de test pour notre gestion, pour notre processus de gestion. Et on est ravis de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu apporter comme résilience. Et je pense que les 5 prochaines années vont être aussi de belles années. On va parler de l'année test qui a été effectivement l'année 2022, mais j'aime bien effectivement l'idée que c'était une gestion à la périphérie dans les portefeuilles qui se retrouve aujourd'hui au cœur des allocations et des portefeuilles des clients finaux. Qu'est-ce que vous retenez de la manière dont vos partenaires, justement, se sont appropriés cette gestion ? Est-ce que c'était conforme à l'idée que vous vous en faisiez ? Parce que le client est roi, finalement, le partenaire également. Et est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière, j'allais dire, presque de marketer cette gestion? Vous êtes le directeur général de la société de gestion. On a vu, nous, très rapidement, en se positionnant, et ce qu'on voulait apporter au marché, c'était de capter ce que je vous détaille à chaque fois, ce que je vous décris comme une croissance séculaire, une croissance structurelle de long terme. Et là, les conseillers en gestion de patrimoine ont vraiment approprié cette notion, ont compris cette notion, et on l'a vu à chaque période, et l'année test 2022 a été le meilleur test pour nous. Le marché, à partir de 2021, va plutôt vers des valeurs cycliques, de l'énergie, des matières premières, des valeurs financières, tout ce qu'on n'avait pas en portefeuille. Qu'est-ce qu'on a continué de faire ? Nous, on est resté tout droit. On a continué sur les fondamentaux et ça a été une année très frustrante pour nous, parce que 2022, on a des valeurs en portefeuille, des valeurs de qualité sur lesquelles on connaît le management, on connaît le business, qui continuent d'avoir d'excellents fondamentaux, qui, dans un contexte inflationniste qu'on connaît, continuent d'avoir des marges bénéficiaires qui augmentent. Et pourtant, des valorisations qui baissent. Qu'est-ce qu'on a continué de faire ? Exactement la même chose. Et ce qu'on a continué de faire, on l'a expliqué. Et en l'expliquant, et en continuant de labourer encore et encore, ce message a été intégré par nos partenaires. Ça a été des années où on a collecté plus de 900 millions à chaque fois. Et l'effet perf plus la collecte nous a permis de continuer encore et encore à prouver au marché que la manière dont on gérait les thématiques chez nous, c'est-à-dire de manière diversifiée, en venant transcender l'approche géographique, capitalistique ou sectorielle, mais vraiment en ayant cette approche et ce processus de gestion, ça venait apporter de la valeur pour le client final. Et un point sur lequel on a beaucoup évolué, parce que de passer d'une gestion satellite à une gestion cœur de portefeuille, ça appelle à beaucoup de responsabilités, et c'est ça. Beaucoup d'humilité dans le marché qu'on a connu sur ces 5 dernières années. Et par exemple, d'un point de vue de la gestion responsable, on est né, nous, dans un contexte de gestion responsable. Le ESG était déjà dans notre processus d'investissement natif. On a dû aller beaucoup plus loin. On nous posait des questions sur le climat. Il y a un niveau d'exigence quand même supplémentaire à partir du moment où vous êtes au cœur du portefeuille de mon client. Il faut quand même que je sois sûr et certain du niveau d'intégration de l'ESG, etc. Exactement. Au niveau d'intégration de l'ESG et surtout les différentes facettes de l'ESG. Avant, l'ESG, on pouvait avoir une approche avec 1 ou 2 éclairages. Aujourd'hui, non, on veut parler de biodiversité, on veut parler de climat, on veut aller plus loin sur les aspects de gouvernance, on veut aller plus loin sur la manière dont les entreprises dans les sociétés, les employés dans les sociétés sont traités, et surtout la question environnementale, elle est bien plus lourde, et surtout on doit apporter des réponses beaucoup plus fournies, beaucoup plus concrètes. On voit le regard de la dernière personne avant l'épargnant, celui qui nous confie les actifs de son client, être beaucoup plus exigeant avec nous. Mais 2022 n'a pas été une année de remise en question, de remise en cause de cette gestion thématique et des thèmes séculaires qui sont associés à cette gestion thématique. Ça a été au contraire, dans un marché saccadé, dans un marché qui s'est comporté comme un élève de première année d'école de commerce. Ça a été une année de test. Le marché s'est dit, tiens, l'inflation arrive, les taux augmentent, on va aller regarder des cycliques, ce que ça donne. On va avoir une approche tactique et on va oublier le fondamental. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Le 2 janvier 2023, ils ont allumé les Bloomberg, ils se sont rendus compte que des valeurs de qualité sur lesquelles on avait une vraie visibilité sur le management, sur le produit, sur les marges bénéficiaires, valaient 30 à 40% moins cher que des valeurs de moins bonne qualité. Donc quoi qu'il arrive, on se rend compte que le marché, les valorisations reviennent aux fondamentaux. Donc il peut y avoir des mouvements tactiques qui vont impacter les valorisations, mais à la fin de la journée, le marché prend en compte cette approche fondamentale. On va parler des 5 prochaines années, bien sûr, Mohamed, mais déjà, au cours de ces 5 premières années, qu'est-ce que vous avez observé de la montée de la concurrence dans ce segment de la gestion thématique?
l'évolution, en tout cas de la gestion thématique, s'est faite de manière très hétérogène. La gestion thématique, c'est une approche. Derrière, elle doit être matérialisée par un processus de gestion, une manière de faire. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a retrouvé souvent, et je le dis avec beaucoup d'humilité, puisque je fais partie, avec mes confrères, de ceux qui sont censés apporter des solutions à l'épargnant, des approches très hétérogènes. On pouvait se retrouver avec des gens qui faisaient des small cap allemandes, qui appelaient leur fonds thématique small cap allemande. Ah oui, c'est pas une thématique. Ouais. Une thématique, si vous regardez des portefeuilles comme celui de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est d'abord une approche qui va permettre d'adresser l'industrie, les logiciels de conception, la santé, à travers l'intelligence artificielle dans la santé, la vie à la maison, la vie au bureau, les semi-conducteurs, et pas seulement un secteur. Ou un facteur, la taille, small cap. Voilà. C'est ça. Ou, par exemple, des titres de croissance ou cycliques. Non, on ne va pas approcher les choses comme ça. Et cette manière d'approcher les choses par un thème, pourquoi on le fait de cette manière-là? Cette croissance séculaire, pourquoi on lui court après? Vous avez cette croissance globale, une croissance séculaire qui est supérieure, on définit un univers d'investissement où il y a en général 200 à 250 titres, et après on va trifouiller cet univers. Ouais. Et dans nos gestions, notre manière de nous différencier, ça a été d'avoir une partie de ce qu'on appelle en anglais un active share, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on retrouve chez nous qui n'est pas dans l'indice de référence, qui dépasse les 90% dans toutes nos stratégies. On regarde les 10 premières lignes de nos stratégies, de nos portefeuilles, qui comportent entre 40 et 50 lignes, on peut reconnaître quelques noms. Si on a bien fait notre travail, et c'est ce que font nos équipes de gestion, normalement, il y a des noms que le marché ne connaît pas. Et l'évolution des thématiques, ça a été ça. Donc, beaucoup de personnes ont mis l'étiquette thématique, beaucoup de gestion. Et finalement, ce qui nous a permis de tirer notre épingle du jeu, c'est de garder notre approche, qui vient transcender les approches classiques, et surtout avoir plusieurs moteurs de performance, plusieurs secteurs, plusieurs géographies. Et c'est comme ça qu'on a tiré notre épingle du jeu. Et c'est la rançon du succès. Je parle de la thématique, de la gestion thématique en général, et de thématique ça. Mais comme on a vu se développer de l'ESG washing, il y a eu également ce phénomène un peu thématique washing. Et je rends hommage à Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui m'a initié à cette terminologie. Je crois que voilà, je lui rends hommage de ce point de vue-là. Voilà, il y a eu un peu on a essayé de thématiser des stratégies qui n'étaient pas des stratégies thématiques au départ. C'est comme toujours, on le voit aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et la robotique. Vous me parlez des 5 prochaines années. Ce qui s'est passé pour la gestion thématique, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour l'intelligence artificielle et la robotique. Il va falloir rester très vigilant. Ouais. L'intelligence artificielle et la robotique, dans les 5 prochaines années, c'est déjà dans nos vies. Et dans les 5 prochaines années, ça va continuer de s'ancrer. Mais il va y avoir plein d'idées, ça va être foisonnant. Et il va falloir séparer le bon grain de livret. Bien sûr. Et ce qu'a fait Ronnie avec son livre sur la gestion thématique, nous on l'a encouragé, on l'a accueilli chez nous, il a parlé aux différentes équipes de gestion. Ouais. Ça a été très bien, parce qu'à un moment, il a fallu apporter des éclairages aux investisseurs qui voyaient le mot thématique partout. Et c'est la jungle. Exactement, ça a été foisonnant. Oui, mais c'est normal, c'est comme ça que se développe une industrie aussi. Hein. On voit une vague, on veut surfer dessus. Et c'est là où il a fallu différencier les professionnels là-dessus, ceux qui avaient une approche plus fondamentale comme la nôtre, qui avaient un processus de gestion adapté à ce qui pouvait être décrit comme de la thématique, et le reste du marché qui pouvait aussi apporter des choses, mais qui n'étaient pas comparables. Et ça veut dire pour vous disiez 8 stratégies aujourd'hui chez Thématique. 8 stratégies. Ça veut dire pour vous que le périmètre des grandes thématiques séculaires est clos aujourd'hui ? Il n'est pas clos. Et c'est ça qui est beau dans ce marché, c'est que des thématiques peuvent naître en fonction des cycles longs. Parce que ce qu'on regarde, quand on crée un produit thématique, ça nous prend 18 mois. C'est un beau bébé à fabriquer. 18 mois, c'est identifier la tendance, l'univers d'investissement, faire un portefeuille, le lancer chez nous, avant de le mettre à disposition des épargnants et de ceux qui nous confient les actifs des épargnants. Et ça, c'est un travail de prospectif qu'on fait semaine après semaine. Aujourd'hui, on a ce périmètre de stratégie, l'eau, la sécurité qui est partout, tout le temps, qui est un sujet quotidien et qui va continuer d'avoir une empreinte importante dans notre vie de tous les jours, que ce soit la sécurité numérique ou la sécurité physique, l'économie de l'abonnement, le bien-être, l'eau, tous ces thèmes. Quand on les lance avec des perspectives de 15 à 20 ans. On continue de chercher des thèmes qui peuvent s'inscrire dans cette approche. Oui, mais il n'y en a pas tous les 6 mois, quoi. Oui, c'est ça. Quand on le fait de la manière que je vous ai décrit, ça prend du temps. Et qu'on ne veut pas juste avoir une approche marketing, ça prend du temps. Un mot pour conclure rapidement, Mohamed. Le développement commercial, désormais, de thématiques se tourne vers l'Italie. Pourquoi ce marché spécifiquement vous intéresse là ? L'Italie et l'Asie, le Japon. Pourquoi ? Aujourd'hui, on était principalement commercialisé en Europe. On est dans plus de 20 pays aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, en Italie, on voit que l'épargnant a
beaucoup utilisé la gestion thématique et cherchent de nouvelles idées, de nouvelles équipes. Et on se renforce là-bas. On continue de travailler, bien sûr, de manière très, très proche avec notre partenaire, Natexis-IM, avec qui on a écrit cette belle histoire. Et dans les prochaines semaines, on va continuer à se renforcer avec l'embauche et la prise de poste d'une personne qui va être dédiée à la distribution des fonds thématiques auprès des conseillers en gestion de patrimoine italiens. Merci beaucoup Mohamed. Merci d'être venu nous parler de la gestion thématique à travers l'histoire de Thematics Asset Management que vous dirigez. Mohamed Amor, directeur général de Thematics AM, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.